Je me suis assise sur un banc en bois devant l'hôpital universitaire Vanderbilt, les mains crispées l'une contre l'autre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. L'air du printemps portait le parfum sucré des cornouillers en fleurs, et le soleil jouait sur la façade de verre de l'hôpital. Mais rien de tout ça ne m'atteignait. Mon mari, Daniel Carter, était allongé en soins intensifs derrière ses murs, en train de se battre pour sa vie contre un ennemi que nous n'avions jamais vu venir. Les gens passaient, leur conversation douce et banale, et pendant une seconde j'ai souhaité être l'une d'eux, juste une femme parmi d'autres profitant d'un après-midi doux, riant de l'endroit où aller dîner ou de ce qu'elle allait planter dans son jardin. Mais je n'étais plus cette femme. Mon monde s'était rétréci à une chambre d'hôpital et Obi pincé sans des machines médicales. Avant, Daniel était inarrêtable. Le genre d'homme capable de travailler 12 heures à fabriquer des meubles sur mesure, de rentrer à la maison et d'avoir encore assez d'énergie pour cuisiner et me demander comment s'était passée ma journée. Il avait ce sourire qui vous faisait croire que tout irait bien, même quand la vie pesait lourd. Il était mon refuge, mon point d'ancrage. Et aujourd'hui, en le regardant s'éteindre peu à peu, j'avais l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants. Il y a 6 mois, nous pensions avoir toute une vie devant nous. On parlait de voyages qu'on ne pouvait pas encore se permettre. D'une maison plus grande pour les enfants dont on rêvait toujours. Peut-être même d'un chien. Puis un soir, Daniel est rentré à la maison livide et épuisé, balayant sa fatigue d'un revers de main en disant que ce n'était qu'une longue journée. Mais la fatigue est restée. Elle s'est aggravée, s'est transformée en bleus inexpliqués et en nuits où il peinait à reprendre son souffle. Le médecin a prononcé des mots qui ne semblaient pas réels. Anémie auto-immune aplasique. Son propre corps détruisait sa moelle osseuse, fermant l'usine même qui fabriquait son sang. Sans greffe de cellules souches, il n'y avait, disait-il, que très peu d'espoir. J'ai essayé d'être forte devant lui, de lui tenir la main en murmurant « On va s'en sortir ». Mais chaque nuit, je pleurais seule dans la salle de bain, étouffant mes sanglots dans une serviette. Parce que je savais quelque chose que Daniel ignorait. Il n'avait pas de famille. Il avait grandi dans le système d'accueil, sans jamais connaître ses parents, sans même savoir s'il avait des frères ou des sœurs. Et sans proches parents, les chances de trouver un donneur compatible étaient presque nulles. Nous nous étions inscrits sur le registre national, mais les médecins avaient été honnêtes. L'attente pouvait durer des mois, peut-être des années. Et Daniel n'avait pas ce temps-là. Plus tôt dans la journée, quand son médecin m'a pris à part, ces mots m'ont transpercé. « Émilie, nous arrivons au bout de nos options. Si nous ne trouvons pas rapidement un donneur compatible. » Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je savais. Je suis restée là, les larmes coulant sur mes joues, me sentant totalement inutile. J'étais infirmière. Je passais ma vie à aider les autres à guérir. Et pourtant, je ne pouvais pas sauver l'homme que j'aimais le plus. J'ai pensé à la vie que nous avions construite ensemble. Notre petite maison en bois à la lisière de Nashville. Le fauteuil à bascule qu'il m'avait fabriqué pour notre premier anniversaire. Le mot encadré qu'il avait écrit un jour et qui est toujours accroché près de la porte de la cuisine. Tu es mon pour toujours. L'idée de le perdre était insupportable. Et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que je devais peut-être m'y préparer. Je me détestais d'y penser, mais le chagrin avait déjà commencé à enrouler ses doigts glacés autour de mon cœur. Puis, comme si le monde n'était pas déjà assez cruel, j'ai surpris quelque chose. Une conversation qui allait tout changer. J'ai rencontré Daniel un soir où la vie était légère et ordinaire. Bien avant que les hôpitaux et les dossiers médicaux n'envahissent nos journées. Je venais de terminer mon dernier examen à l'école d'infirmière, épuisé mais libre, et mes amis m'avaient traîné dans un petit café du centre-ville de Nashville. Ce n'était pas chic, juste un vieux bâtiment en briques avec des planchers en bois usé et cette odeur de café torréfié qui s'accrochait à tout. Je me souviens de son entrée comme si c'était hier. Il portait un sac en papier rempli de matériel de la quincaillerie du coin. Son jean était couvert de poussière de travail, et il émanait de lui un calme, cette confiance tranquille qui vous fait regarder 2 fois. Il a souri timidement quand nos regards se sont croisés, et m'a demandé si la place en face de moi était libre. Ce soir-là, nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien. De son amour pour la fabrication de meubles, de mon envie de travailler en pédiatrie, du fait que nous détestions tous les deux les olives mais adorions le coblé à la pêche. Quand il riait, vraiment riait, ses yeux se plissaient au coin, et quelque chose en moi a su. À partir de cette nuit-là, Daniel est devenu une constante dans ma vie. Il apparaissait avec de petites surprises. Un pot de miel acheté sur le bord de la route, un bouquet de fleurs sauvages enveloppées dans du papier craft,
Un nouveau livre parce qu'il se souvenait que j'avais dit vouloir le lire un jour. Il avait ce don de rendre le banal magique. 2 ans plus tard, nous étions debout sous un vieux chêne, échangeant nos vœux devant notre famille et nos amis. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et Daniel a pleuré sans se cacher en me voyant avancer dans l'allée. Il n'a jamais été de ceux qui dissimulent leurs émotions. Il croyait à l'amour montré pleinement, sans retenue. Nous avons emménagé dans une petite maison en bois à la sortie de la ville. Une maison à rénover que Daniel jurait pouvoir retaper lui-même. Et il l'a fait. Il passait ses week-ends à poncer les sols, à construire des étagères, et il m'a même fabriqué un fauteuil à bascule pour notre anniversaire. Ce fauteuil est toujours sur le porche, témoin silencieux de nos innombrables soirées à nous balancer côte à côte en regardant les lucioles danser dans le crépuscule du Tennessee. La vie semblait pleine, même si elle n'était pas parfaite. La seule chose qui manquait, c'était des enfants. Nous avons commencé à essayer peu après le mariage, persuadés que ça viendrait facilement, comme pour tout le monde autour de nous. Mais mois après mois, rien ne changeait. Les médecins ont dit que mon corps ne coopérait pas, que je pourrais ne jamais concevoir naturellement. Nous avons essayé les traitements, les injections hormonales, les rendez-vous sans fin, puis finalement la FIV. La première tentative a échoué. La deuxième aussi. À chaque test négatif, je me sentais un peu plus brisé, comme si mon corps nous avait trahis, lui et moi. Mais Daniel, lui, ne m'a jamais blâmé. Pas une seule fois. Il me serrait contre lui ces nuits-là, quand je pleurais jusqu'à en avoir mal à la tête, et murmurait. « Émilie, ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. » Il a même proposé l'adoption, parlant avec enthousiasme de tous ces enfants qui avaient besoin d'un foyer, de la famille que nous pourrions quand même construire. Je voulais être heureuse avec cette idée. Vraiment. Mais une partie de moi rêvait encore de voir un enfant avec ses yeux bleus et ce sourire de travers qu'il affichait quand il essayait de ne pas rire. Un jour, après un nouveau cycle qui avait échoué, je me suis effondrée dans ses bras, m'excusant à travers mes larmes. « Tu mérites une femme qui puisse te donner une famille. » Il a doucement relevé mon menton pour que je croise son regard et il m'a dit « Émilie, je ne t'ai pas épousée pour avoir des enfants. Je t'ai épousée toi. Tu es ma famille. » C'était ça, Daniel. Inébranlable, profondément bon, altruiste. Il aurait pu être en colère, amer, se fermer. Au lieu de ça, il a choisi l'amour, à chaque fois. Avec le recul, je comprends aujourd'hui à quel point toutes ces épreuves nous avaient préparés à ce qui allait suivre. Les nuits où nous nous tenions l'un l'autre malgré les déceptions. Les rêves que nous avons remodelés ensemble. Tout cela est devenu le plan de survie pour affronter la tempête qui s'annonçait. Car quand Daniel est tombé malade, le monde tel que nous le connaissions s'est effondré. Et pourtant, même allongé là, faible et pâle, il essayait encore d'être le fort. Il plaisantait sur la nourriture de l'hôpital, se moquait gentiment de mon inquiétude excessive, et me répétait qu'on s'en sortirait, comme on s'en était toujours sorti. Mais au fond de moi, je savais que c'était différent. Là, il s'agissait de vie ou de mort. Et je n'étais pas prête à imaginer un monde sans lui. Tout a commencé si discrètement que nous n'y avons même pas prêté attention. Daniel rentrait de l'atelier plus tôt que d'habitude, balayant sa fatigue d'un sourire. Juste fatigué. Une longue journée, c'est tout. Mais la fatigue ne disparaissait pas. Elle s'alourdissait, comme si quelque chose d'invisible le tirait vers le bas un peu plus chaque jour. Puis il y a eu les bleus. D'abord petits, comme s'ils s'étaient cognés contre un établi. Puis ils sont apparus sans raison, des taches violettes fleurissant sur ses bras et ses jambes. Une nuit, je me suis réveillée en l'entendant halter, la main crispée sur sa poitrine, comme s'il manquait d'air. L'infirmière en moi a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai supplié de consulter. Quand il a enfin accepté, je pensais que ce serait quelque chose de simple. Une carence, peut-être le stress. À la place, on nous a envoyés chez un hématologue qui a prescrit tous les examens possibles. Je n'oublierai jamais le moment où les résultats sont tombés. Le médecin nous a fait asseoir, le visage trop grave, les mots pesés. « Daniel, vous avez une anémie aplasique. C'est rare, et dans votre cas, c'est sévère. Votre moelle osseuse est en train de s'arrêter. » J'ai eu l'impression qu'on me coupait le souffle. Daniel, lui, a simplement hoché la tête, calme comme toujours, et a demandé « Qu'est-ce qu'on fait ?» La réponse était à la fois simple et impossible. Vous avez besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sans ça, votre corps ne peut plus produire de cellules sanguines. Mais il faut un donneur compatible, idéalement un frère, une sœur ou un proche parent.
Je me souviens l'avoir regardé, le suppliant en silence de dire qu'il y avait quelqu'un. Mais je savais déjà que non. Daniel avait grandi dans des familles d'accueil, de foyer en foyer, sans jamais connaître ses parents ni d'éventuels frères ou sœurs. Il n'avait aucun arbre généalogique auquel se raccrocher, personne à appeler. Nous nous sommes inscrits immédiatement sur le registre national des donneurs, mais les médecins ont été honnêtes. Trouver un donneur compatible parmi des inconnus pouvait prendre des mois, peut-être plus. Et Daniel n'avait pas ce temps-là. La maladie avançait vite. Il devenait de plus en plus pâle. Ses mains autrefois si fortes tremblaient quand il essayait de saisir une tasse. L'homme qui travaillait autrefois jusqu'à minuit à fabriquer des meubles peinait maintenant à traverser le salon. Même alors, il cherchait à me protéger. Il plaisantait sur les blouses d'hôpital, sur le fait qu'il avait toujours voulu tester le look chauve une fois que les médicaments auraient commencé à faire tomber ses cheveux. La nuit, quand il pensait que je dormais, je l'entendais murmurer des prières, demandant de la force. Pas pour lui, mais pour moi. Je lui tenais la main dans son lit d'hôpital, forçant un sourire en disant « On va s'en sortir ». Mais à l'intérieur, j'étais terrorisé. Terrifié à l'idée de le perdre. Terrifié de me réveiller dans une maison vide. Terrifié d'affronter une vie que je n'avais jamais imaginée. Un après-midi, après une nouvelle série de transfusions, le médecin m'a pris à part. Sa voix était douce, mais chargée d'un poids définitif. « Émilie, nous arrivons au bout de nos options. Si un donneur compatible ne se présente pas rapidement, j'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant les larmes me brûler les yeux. J'avais déjà vu la mort. En tant qu'infirmière, on y est confronté plus souvent que la plupart des gens. Mais rien ne m'avait préparé à l'idée de perdre Daniel. Je suis sorti dans la cour de l'hôpital, désespéré de respirer, désespéré de trouver quelque chose pour me raccrocher. C'est là que je l'ai entendu. 2 employés de l'hôpital étaient en pause non loin de là, parlant tranquillement, sans se douter que je pouvais les entendre. « Tu connais ce type en réanimation, Carter ? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un gars qui vit à Pinolow. On dirait la même personne. » Mon cœur s'est arrêté. Pinolow. Une petite ville de montagne à peine 2 heures de route. Était-ce juste une coïncidence ? Ou bien cela voulait-il dire que Daniel avait de la famille là-bas, quelqu'un qui pourrait être compatible ? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'osais même plus espérer. De l'espoir. Fragile, tremblant, mais de l'espoir quand même. Je suis resté figé dans la cour, leurs paroles résonnant encore dans ma tête. Il ressemble exactement à ce type qui vit à Pinolow. Pinolow était une petite ville de montagne, à environ 2 heures à l'est de Nashville. Je n'y étais allé qu'une seule fois, pendant mes études d'infirmière, pour un programme de soins communautaires. C'était le genre d'endroit où le temps ralentit, où les gens saluent encore les inconnus qui passent. Était-ce vraiment un hasard ? Les gens se ressemblent parfois, bien sûr. Mais quelque chose au fond de moi murmurait que ce n'était pas si simple. Daniel avait grandi en famille d'accueil, abandonné à la naissance, sans aucune information sur ses origines. Il avait passé des années à se demander s'il existait quelqu'un, quelque part, avec les mêmes yeux que lui, le même sourire de travers, quelqu'un qui partagerait réellement son sang. Je me suis souvenu du jour où il avait presque décidé de chercher ses parents biologiques. Nous étions assis sur le porche, une nuit d'été, quand il m'avait confié. Parfois, j'y pense. Mais s'il ne voulait pas de moi à l'époque, pourquoi me voudrait-il maintenant ? Sa voix portait une douleur sourde que je ne savais pas apaiser. Alors il avait enfoui cette pensée, s'était concentré sur la vie qu'il construisait avec moi, choisissant de croire que la famille, c'est ce qu'on construit, pas ce dans quoi on est. Mais désormais, la famille n'était plus une idée abstraite. Elle pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté assise au chevet de Daniel, lui tenant la main tandis que les machines bourdonnaient doucement. Sa peau était pâle, sa respiration faible mais régulière. Je lui ai murmuré. « Je vais arranger ça, Danny. Peu importe ce qu'il faudra. » Le lendemain matin, je suis entré au travail d'un pas décidé et j'ai demandé un congé d'urgence. Ma responsable, Dieu la bénisse, n'a pas posé beaucoup de questions. Elle connaissait la situation de Daniel et m'a simplement serré dans ses bras avant de signer le formulaire. J'ai fait un sac, le cœur battant, partagé entre la peur et une détermination farouche. Je ne connaissais même pas le nom de cet homme, seulement qu'il vivait à Pinolow et qu'il ressemblait à mon mari. Je n'avais aucun plan,
Juste une photo de Daniel sur mon téléphone et un fil d'espoir terriblement fragile. Avant de partir, je suis passé dans la chambre de Daniel. Il était réveillé et a esquissé un sourire en me voyant. On dirait que tu pars conquérir le monde, m'a-t-il taquiné, la voix faible mais chaleureuse. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai chuchoté. C'est possible. Il a voulu poser d'autres questions, mais je l'ai interrompu. Ne t'inquiète pas, d'accord? Repose-toi. Je serai de retour avant même que tu t'en rendes compte. Je voulais tout lui dire. Pinolow. Cet homme qui pourrait être de sa famille. Mais je ne pouvais pas prendre le risque de lui donner de l'espoir pour ensuite le lui arracher si tout cela n'était qu'un mirage. Le trajet en quittant Nashville avait quelque chose d'irréel. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne sinueuses, à des champs de fleurs sauvages de début de printemps, puis aux collines ondulantes de Pinolow. En traversant le vieux pont en bois à l'entrée de la ville, j'ai murmuré une prière silencieuse. S'il te plaît, que ce soit vrai. Qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui puisse le sauver. Je me suis garé près d'une petite épicerie et je suis descendu de voiture, serrant mon téléphone contre moi. Ici, les gens vivaient à un autre rythme. Des fermiers chargeaient des sacs de nourriture, une vieille dame balayait son perron, des enfants faisaient du vélo dans des rues poussiéreuses. Chaque visage attirait mon regard. Je cherchais la moindre trace de Daniel, sa mâchoire marquée, ses yeux, n'importe quoi. Je suis entré dans l'épicerie et je me suis adressé au vendeur, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Je ne connais pas son nom, mais on m'a dit qu'il ressemblait à ça. Je lui ai montré la photo de Daniel. Ses yeux se sont immédiatement écarquillés. Vous parlez sûrement de Luke Henderson. Il habite près des champs de maïs, sur la County Road 6. Oui, il lui ressemble beaucoup. Mon cœur a fait un bond. Vous pourriez m'indiquer le chemin. Il l'a fait, et je l'ai remercié avant de retourner à ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant tandis que je roulais vers ce qui pourrait être la réponse à toutes les prières désespérées que j'avais murmurées ces derniers mois. Je ne savais pas si ce Luke Henderson avait vraiment un lien avec Daniel, mais une chose était sûre, j'allais le découvrir. La route vers la County Road 6 n'était guère plus qu'un ruban de bitume fissuré serpentant entre de grands pins et des champs ouverts. Une pluie fine s'est mise à tomber, suspendue dans l'air comme un voile, s'accrochant au pare-brise et brouillant l'horizon. J'ai ralenti en apercevant la boîte aux lettres blanches effacées. Henderson. La maison derrière était vieille, marquée par le temps, entourée d'un champ de tiges de maïs coupées et de traces de pneus dans la boue. Une balançoire rouillée grinçait sous le vent, et au loin, un chien aboyait. Un instant, je suis resté assise dans la voiture, agrippée au volant, le cœur battant dans mes oreilles. Et si je me trompais? Et si je m'apprêtais à frapper à la porte d'un inconnu pour rien? Puis j'ai pensé à Daniel, à sa main fragile serrant la mienne, à son sourire qui cachait sa peur. Et je suis sorti de la voiture. Les marches en bois ont gémi sous mes pas. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort quand personne ne répondait. Après un moment, la porte s'est ouverte dans un grincement. Un homme se tenait là, plus grand que je ne l'avais imaginé, large d'épaules mais légèrement voûté. Ses cheveux blonds foncés tombaient librement sur son front. Et ses yeux, mon souffle s'est coupé. Le même bleu perçant que ceux de Daniel. La même forme. La même intensité. Il a cligné des yeux. Je peux vous aider? Sa voix était grave, prudente, un peu rugueuse, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas souvent affaire à des inconnus. Je lui ai tendu mon téléphone d'une main tremblante, lui montrant la photo de Daniel. C'est mon mari. Il s'appelle Daniel Carter. On m'a dit que vous lui ressembliez. Il a froncé les sourcils, fixant l'écran pendant ce qui m'a semblé une éternité. Son expression a changé, mêlant confusion, incrédulité et quelque chose de presque douloureux. Il s'est frotté la nuque. Eh bien, bon sang. Il a relevé les yeux vers moi, plus doux. Qui êtes-vous? Emily. Je suis sa femme. Il s'est écarté. Vous feriez mieux d'entrer. L'intérieur de la maison était simple, des planchers en bois, des meubles dépareillés, une légère odeur de café et d'huile de moteur. Il m'a indiqué une chaise. Asseyez-vous. Vous dites qu'il est votre mari. J'ai hoché la tête, serrant mon sac sur mes genoux. Il est à l'hôpital. Il est très malade. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. On nous a dit qu'il n'avait pas de famille. Puis j'ai entendu parler de vous et... Ma voix s'est brisée. Je devais venir.
L'homme Luke Henderson, comme je l'ai appris très vite, s'est assis en face de moi, penché en avant, les coudes sur les genoux. Il a regardé la photo à nouveau, secouant lentement la tête. Je crois qu'il pourrait être mon frère. Ces mots m'ont frappé si fort que j'ai failli manquer d'air. Votre frère. Luke a acquiescé. Notre mère. Pour être honnête, elle n'était pas vraiment une mère. Elle a eu beaucoup d'enfants, souvent de pères différents. Quand j'étais petit, elle a eu un autre bébé. Un garçon. Elle a dit qu'elle ne le garderait pas. Elle a signé des papiers à l'hôpital et l'a laissé là-bas. J'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit, mais je ne l'ai jamais oublié. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Il s'est passé les mains sur le visage, la voix tremblante. Je ne connaissais même pas son nom, jusqu'à maintenant. Mes yeux se sont remplis de larmes. Daniel a passé toute sa vie à chercher une famille. Il pensait être complètement seul. La mâchoire de Luke s'est crispée et il s'est levé brusquement. Je le ferai. La greffe. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Je l'ai regardé, sidéré. Vous feriez ça? C'est mon frère. S'il y a une chance que je puisse l'aider à vivre, bien sûr que je le ferai. Il est allé dans la cuisine et est revenu avec ses clés de camion. Quand est-ce qu'on y va? Pendant un instant, je suis restée sans voix, stupéfaite par la rapidité de sa décision. Dans ma tête, j'avais imaginé devoir convaincre, expliquer, peut-être même supplier. Mais rien de tout cela n'a été nécessaire. C'était comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie sans le savoir. Nous avons quitté Pinolow ce soir-là. La pluie tombait plus forte encore, striant le pare-brise tandis que Luke nous suivait dans son vieux pick-up. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine s'est allégée. Il y avait toujours la peur. Elle ne disparaissait jamais vraiment. Mais désormais, il y avait autre chose aussi, de l'espoir. Un espoir solide, presque tangible, comme un sol ferme sous mes pieds. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital universitaire Vanderbilt, j'ai conduit Luke à travers les couloirs blancs et aseptisés jusqu'à la chambre de Daniel. Daniel était éveillé, calé contre des oreillers, la peau pâle, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. Puis se sont plissés de confusion lorsqu'ils se sont posés sur Luke. Pendant un long moment, personne n'a parlé. La bouche de Daniel s'est entr'ouverte, comme s'il voyait un fantôme. Luke a fait un pas en avant, la voix chargée d'émotion. « Je crois que je suis ton frère. » Daniel a cligné des yeux, les larmes lui montant immédiatement. « Mon frère. » Je suis resté là à regarder deux hommes, étrangers la veille encore, frères par le sang, se fixer comme s'ils reconnaissaient quelque chose que seul eux pouvaient ressentir. Daniel a tendu une main tremblante. Luke l'a saisie fermement. « On parlera plus tard, » a dit Luke doucement. « Mais là, je suis ici pour te sauver la vie. » Les résultats des tests de Luke sont revenus bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Les médecins ont voulu accélérer les choses, l'état de Daniel se dégradant rapidement. Quand l'hématologue est entré dans la salle d'attente avec ce sourire soulagé et presque lumineux, mes jambes ont failli céder. « C'est un très bon donneur », a-t-elle dit. « L'un des meilleurs appariements que nous ayons vus depuis longtemps. » Je me suis tournée vers Luke, les larmes aux yeux. « Tu as entendu? Tu es compatible. Tu peux le sauver. » Son visage a vacillé entre le choc et la détermination. « Alors on y va. Quand est-ce qu'on commence? » Ce soir-là, Daniel et Luke ont enfin eu le temps de s'asseoir ensemble. Je suis restée juste devant la porte quelques minutes, leur laissant de l'intimité, mais j'entendais leur voix. D'abord basse, chargée d'émotion, hésitante, puis de plus en plus chaleureuse au fil des minutes. La voix de Daniel s'est brisée lorsqu'il a dit « Je rêvais d'avoir un frère. Je me disais que c'était idiot, comme rêver d'une maison dans laquelle on n'habitera jamais. Et te voilà. Réel. » Luke a laissé échapper un petit rire étouffé. On dirait que la vie avait d'autres projets, hein? Je suis désolée de ne pas avoir été là, Danny. Je ne savais même pas. Tu n'as pas à t'excuser, a répondu Daniel en serrant la main de Luke avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Quand je suis revenu dans la chambre, Daniel m'a regardé les yeux humides et a murmuré. J'ai un frère. Je ne suis pas seul. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai souri. Tu ne l'as jamais été. L'intervention a été programmée pour le lendemain matin. J'ai à peine dormi, l'esprit envahi par tous les scénarios possibles. Luke, lui, était calme, plaisantant même avec les infirmières pendant qu'on le préparait au don.
Je n'aurais jamais cru donner ma moelle osseuse à un type rencontré hier, a-t-il lancé en souriant, avant de regarder Daniel. Mais je suis content que ce soit lui. Les heures ont paru interminables, puis enfin, tout s'est terminé. La greffe s'est déroulée sans complications. Daniel a été transféré en salle de réveil pendant que les nouvelles cellules souches commençaient leur travail salvateur. Je me suis assise à son chevet, lui tenant la main, sentant la chaleur revenir peu à peu dans sa peau. Pour la première fois depuis des mois, son visage avait un soupçon de couleur. Plus tard, Luc est entré, fatigué mais apaisé. Daniel a levé faiblement la main pour saisir le bras de son frère. « Tu viens de me donner une seconde chance », a-t-il murmuré. Luc a souri. « On est quitte, alors. Toi, tu m'as donné une famille. » Cette fois-là, je n'ai pas retenu mes larmes. Pendant des mois, j'avais porté tant de peur, tant de solitude. Mais en les voyant là, ces deux hommes réunis contre toute attente, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé ressentir depuis longtemps. La paix. Par la fenêtre, la ligne d'horizon de Nashville scintillait sous les lumières du soir. Et j'ai pensé à la vitesse à laquelle une vie peut basculer, du désespoir à l'espoir, de la perte au gain. Parfois en seulement quelques jours. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à respirer profondément et à croire que Daniel pouvait vraiment survivre, et que nous avions reçu un cadeau bien plus grand que tout ce que nous avions osé demander. Les jours qui ont suivi la greffe ont ressemblé à l'entrée dans un nouveau monde, un monde où l'espoir finissait enfin par dépasser la peur. Le corps de Daniel a bien réagi. Chaque matin, je guettais les plus petits signes. Un peu plus de couleur sur ses joues, une voix plus stable, une poigne plus ferme quand il me tenait la main. Luc est resté tout près, dormant sur un vieux fauteuil-lit dans la salle d'attente lorsque le règlement de l'hôpital ne lui permettait pas de rester dans la chambre la nuit. Il ne s'est jamais plaint. Un soir, je lui ai apporté un café et je l'ai trouvé en train de regarder Daniel à travers la vitre, une expression d'émerveillement silencieux sur le visage. « C'est vraiment mon frère », a-t-il murmuré, comme s'il essayait encore de s'en convaincre. Daniel a peu à peu repris des forces. Un après-midi d'automne frais, il a fait ses premiers pas à l'extérieur depuis la greffe. Je marchais à ses côtés tandis qu'il avançait lentement le long du jardin de l'hôpital, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles qui changeaient de couleur. J'avais oublié à quel point l'air frais fait du bien, a-t-il soufflé en serrant ma main. Une semaine plus tard, Daniel est rentré à la maison. Nous sommes revenus dans notre petite maison en bois à la lisière de Nashville, cette fois avec Luc qui nous suivait dans son vieux pick-up, devenu une présence permanente dans nos vies. La maison semblait différente, plus pleine, comme si elle avait attendu ses retrouvailles depuis toujours. Dans les semaines qui ont suivi, Luc est devenu un habitué. Le soir, lui et Daniel s'asseyaient sur le porche, partageant des souvenirs d'enfance, ceux, fragmentaires, des foyers d'accueil de Daniel, et ceux de Luc qui comblaient les vides, leur mère, leurs premières années, les frères et sœurs que Daniel n'avait jamais connus. Un soir, Luc a tendu à Daniel un petit couteau de poche usé, avec les initiales de leur père gravées sur le manche. « C'est tout ce qu'il me reste de lui », a dit Luc doucement. « Je veux que tu l'aies. » Daniel l'a pris avec des mains tremblantes, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La communauté de Pinolow a envoyé des cartes, des prières, même des plats cuisinés quand ils ont appris ce qui s'était passé. Des gens que je n'avais jamais rencontrés nous écrivaient des mots comme « La famille, c'est tout. Serrez-vous fort ». Il y avait quelque chose de profondément réparateur dans cette solidarité venue d'inconnus. Cela me rappelait que la bonté existait encore partout, même dans les périodes les plus sombres. Les mois ont passé, et Daniel est devenu de plus en plus fort. Ses cheveux ont recommencé à s'épaissir, son rire est revenu, et il s'est remis à fabriquer des meubles dans le garage, plus lentement qu'avant, mais avec cette même étincelle de créativité qui avait toujours été la sienne. Un soir, il m'a entraîné dehors, sur le porche, où se trouvait un tout nouveau fauteuil à bascule, fabriqué avec un soin minutieux. « Pour toi », a-t-il simplement dit. Je me suis assise et les larmes ont embué ma vue tandis que je me balançais doucement, le fauteuil grinçant avec cette chaleur familière que je connaissais si bien. Nous avons aussi intégré Luc à nos traditions. Les dîners du dimanche sont devenus sacrés, remplis de rires et d'une gratitude silencieuse. Parfois, je surprenais Daniel et Luc en train de s'échanger ces demi-sourires, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'ils s'étaient enfin trouvés. Un soir d'automne particulièrement doré, Daniel et moi marchions main dans la main sur une route bordée d'arbres près de Pinolow, regardant les feuilles tournoyer dans la brise. Luc avançait devant nous, riant aux éclats, portant sur ses épaules sa jeune nièce, la fille de son meilleur ami. Daniel a doucement serré ma main. « Tu sais », a-t-il dit, « je croyais qu'être orphelin voulait dire que je serais toujours seul.
Mais je me trompais. J'ai toi. Et maintenant, j'ai lui aussi. Je l'ai regardé, sentant la vérité de ces mots s'ancrer profondément en moi. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang, Dany, ai-je murmuré. Mais parfois, si. Et c'est magnifique. Ce soir-là, assis autour d'un petit feu de camp derrière la maison de Luc, les flammes projetant une lumière douce sur les visages, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, une certitude calme. Tout irait bien. La vie nous avait brisés, oui. Mais elle nous avait aussi reconstruits, d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Daniel, écoutant Luc raconter une histoire de leur quartier d'enfance, et je me suis dit, c'est ça. Voilà à quoi ressemble la guérison. Notre histoire avait commencé dans le désespoir. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est terminée avec une famille, avec des secondes chances, avec un frère retrouvé et une vie renouvelée. Et en fermant les yeux, bercé par le crépitement du feu et la chaleur de la main de Daniel dans la mienne, j'ai compris quelque chose de puissant. Parfois, la vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Juste au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir.